Comment stopper la flambée des prix de l'immobilier à Paris et dans les grandes villes? Un député avance une proposition explosive, réduire le droit de propriété dans les zones tendues. Car aujourd'hui, un particulier qui achète un bien immobilier est propriétaire des murs et du terrain. Demain, le foncier pourrait rester public, propriété des collectivités. Seul le bâti serait privé. But de l'opération, faire baisser les prix de 30 à 40%. Les classes moyennes ne peuvent plus accéder aux zones tendues. Il n'y a que les classes les plus riches qui peuvent se le payer ou les personnes qui sont bénéficiaires de logement social. Les autres vont à 10-15 km de la zone tendue et sont obligés de prendre des voitures et sont sensibles aux augmentations de taxes et parfois enfilent des gilets jaunes. Une solution expérimentée dans le centre-ville de Lille pour les foyers modestes. 15 premiers appartements seront livrés en mars prochain. Prix d'achat, 150 000 € pour un 3 pièces, contre 224 000 € pour un logement similaire avec le foncier dans une rue voisine. Le dispositif séduit les habitants. Je trouve ça très intéressant. Ça permet aussi d'éviter que les centres-villes ne soient que des bureaux ou pour des personnes très aisées et d'avoir vraiment une mixité sociale. Vous, ça vous gênerait pas de ne pas être totalement propriétaire de votre bien? Non, je pense que c'est peut-être juste un nouveau mode d'achat. L'Union des propriétaires s'inquiète ce matin d'une atteinte au droit de propriété inscrit dans la Constitution. On entend parler d'une nouvelle loi sur la propriété en dissociant le foncier du bâti. Oui. Acheter moins cher sans être totalement propriétaire, de quoi s'agit-il? C'est vrai que c'est intéressant. Alors, pas très récent. C'est une nouvelle loi. Ouais. C'est, on va dire, la troisième voie de la propriété. Première voie de la propriété, c'est la pleine propriété d'un bien. Vous êtes plein propriétaire, vous achetez un bien. La deuxième voie, on en a parlé tout à l'heure, c'est la dissociation d'une part de l'usufruit, d'autre part de la nue propriété. Et là, on vient de créer un troisième droit de propriété où il y a une dissociation du foncier, du sol et du bâti qui est construit sur ce foncier. Qui existe déjà en Angleterre. Voilà, c'est une pratique assez anglo-saxonne qui va arriver sur le territoire français. Alors le but de la loi, quel est-il? C'est finalement d'effacer un peu le caractère inflationniste du foncier, vous savez qu'il c'est très inflationniste le foncier, et permettre aux plus démunis finalement de pouvoir accéder à la propriété. Ils vont acheter non pas le sol, qui restera la propriété de l'aménageur, ils vont juste acheter la propriété du bâti, moins cher, puisqu'évidemment ils ne sont pas propriétaires du sol. Oui, juste on a parlé là notamment de Paris, puisque là il est question d'acheter pour 5 000 € du mètre carré dans du neuf, c'est-à-dire 2 fois moins cher. En fait. Voilà. Pour des ménages modestes. Pour des ménages modestes, et ça permettra ensuite de verser un loyer, somme toute modique, pour la location du foncier dont ils ne sont pas propriétaires. On parle de 2 € par mois, c'est voilà, ça. Mais selon vous, cela, c'est quelque chose qui peut prendre véritablement ou ça va rester une niche, quelque chose qui est un peu à part? L'avenir le dira. Tout dépend de l'attractivité de ce type de logement pour des couples qui sinon n'auraient pas acheté. Parce que l'acheteur ne peut pas louer après son logement. Non, il y a aussi un problème de succession, donc il est plus en fait locataire, enfin c'est pas véritablement une totale propriété, on est bien d'accord. Dans la loi, on considère que c'est une propriété, mais une propriété juste du bâti. On distingue le foncier du bâti, mais je pense qu'il faudra attendre des décrets d'application, si vous voulez, pour voir véritablement comment ça va fonctionner. D'accord. Un monde sans propriété est une absurdité, quand bien même ça va faire hurler un certain nombre de gens qui sont en train de rêver d'un monde où la propriété serait remplacée par l'usage. Et je vais vous démontrer qu'en réalité, c'est aujourd'hui un leurre inventé par ceux-là même qui vont vous ruiner, puisqu'évidemment vous ne serez plus propriétaire, vous n'aurez plus qu'à payer l'usage sous forme d'abonnement, de forfait et autres loyers mensuels, et c'est une aliénation totale puisque c'est un paiement sans fin. Donc en réalité, ce n'est pas l'abolition de la propriété avec quelque chose qui serait collectivisé, c'est l'abolition de la propriété pour vous, pour moi, avec quelque chose qui appartient à quelqu'un qui vous le loue. C'est quand même extrêmement différent et qui vous réduit à une forme d'esclavagisme moderne, de servage moderne. Donc évidemment, tous ces bons sentiments, ça peut rapidement être utilisé comme des outils de propagande parce que, intuitivement,
Mais non, on ne peut pas être contre. On ne peut pas être contre le fait que tout le monde soit gentil. On ne peut pas être contre le fait que tout le monde mange. On ne peut pas être contre le fait que tout le monde, évidemment, ait un toit sur la tête. Évidemment. Et vous savez encore une fois que vous me trouverez toujours du côté de ceux qui souffrent et pour qui c'est difficile. Donc cet humanisme est fondamental. Pourtant, il ne faut pas confondre le fait que ce n'est pas la queue qui remue le chien, c'est le chien qui remue la queue. Et donc il ne faut pas se tromper évidemment dans la compréhension des causes sur les choses, parce que quand on se trompe sur les causes, volontairement ou involontairement, eh bien évidemment on va prendre des décisions erronées et on va mener des politiques qui sont non adaptées. Alors nous allons détailler ça. Avant de vous emmener dans cette proposition de loi, il faut que je vous explique 2-3 petites choses, parce que c'est fort intéressant. Notamment dans le secteur du logement social, on s'était rendu compte que le foncier c'était très cher, et c'est vrai, acheter un terrain c'est coûteux, construire sur un immeuble sur un terrain, le coût du terrain peut faire 30 à 40% du coût de l'opération totale, et donc les logements sociaux, pour les accessions au logement, pour les gens qui sont parmi les moins fortunés, il y a des barèmes, etc. Eh bien, ils se sont dit, mais finalement, on pourrait peut-être scinder la propriété du foncier, de la propriété du bâti. Ça permettrait, avec des bails amphithéotiques, etc., eh bien, de baisser le coût d'acquisition. Et donc, ça permettrait à des gens qui ne peuvent pas acheter aujourd'hui d'acheter demain. Et donc, on s'est retrouvé avec la création de ce qu'on appelle l'OFS-BRS. Ce sont deux sigles qui fonctionnent ensemble. L'OFS, c'est pour l'Office foncier solidaire. Office foncier solidaire, et il est non lucratif. Voilà, moi je dis super, c'est une belle idée, d'accord? C'est une belle idée, pourquoi? Parce qu'on a un office foncier comme on a un office HLM, et il est là pour servir la collectivité, et il n'est pas là pour servir des rendements ou des dividendes à des actionnaires. On est dans l'associatif, entre guillemets, dans du non lucratif plus précisément, et donc effectivement, ok, là, on est quelque chose, on vend sous condition de ressources, on ne gagne pas d'argent sur le dos des ménages les plus modestes qui peuvent quand même accéder à la propriété. Ça a un sens social, ça a un sens collectif. Et là, on est exactement dans ce que je vous disais au départ. C'est-à-dire que oui, on modifie l'accès à la propriété, on le modifie, on l'amène plus vers l'usage, mais ce n'est pas au détriment des gens. C'est pas parce que ça va permettre de remplir les poches d'autres gens. Non, on est vraiment sur la notion d'office foncier solidaire. Et là, il n'y a pas de notion de profit. On est vraiment sur du non lucratif. Et j'insiste. Donc là, je pense que c'est effectivement recevable et qu'on sera presque tous d'accord sur l'idée que, ouais, ok, pourquoi pas. Moi, ça ne me concerne pas forcément, moi, j'achèterai pas forcément, mais finalement, ça ouvre une autre possibilité, notamment dans les marchés extrêmement tendus comme l'Île-de-France ou le cœur des très grandes villes. Why not, comme disent nos amis anglais. Mais maintenant, l'idée là de ces nouvelles lois, c'est de faire des OF. Alors juste, le BRS, ce sont les baux, ce sont les baux qui vont avec, donc c'est des baux solidaires, et c'est ça qui va avec les OFS, c'est le fait que vous allez avoir un bail qui va aller servir à payer le foncier que vous occupez, que vous louez. Mais là, ce qu'on veut créer, c'est les OFL, les offices fonciers libres. Et c'est là où la dérive commence. Parce que l'office foncier libre, alors au départ, ça sera des sociétés d'économie mixte, ça sera des sociétés parapubliques gérées par des collectivités locales. Bon, pourquoi pas, on va se dire. Et puis finalement, vous la voyez évidemment arriver, la dérive. L'office, on passe de l'office foncier solidaire, qui est purement à but non lucratif, à l'office foncier libre, qui lui va pouvoir acheter des terrains, construire dessus, être toujours propriétaire du terrain. Et puis finalement, vous ne serez propriétaire que de l'appartement, et donc vous devrez payer un bail pour l'occupation du foncier. Et donc, vous êtes dans une forme de précarité, évidemment potentielle, si ce n'est pas du solidaire et si ce n'est pas du non lucratif. Donc, dès qu'on commence à injecter dans cette approche-là du lucratif, du libre, eh bien évidemment, on ouvre la voie petit à petit à la privatisation. Et un jour, je serai un grand groupe commercial, purement commercial, de construction, Vinci, Bouygues, etc. Et il ne faudra pas le leur reprocher parce qu'ils feront leur logique de grandes entreprises. Et bien qu'est-ce qu'ils feront? Ils achèteront des terrains, ils construiront, et puis ils resteront toujours propriétaires du foncier. Or, la conclusion,
c'est que je voulais vous faire l'analogie avec l'Angleterre parce que ça fonctionne comme ça en Angleterre. Sauf que qui c'est qui a le foncier en Angleterre? Ce sont des lords, ce sont des nobles, globalement. Ce sont des gens qui ont hérité de la terre et qui ont conservé cette terre parce qu'ils n'ont pas fait de révolution en Angleterre et qu'ils ont toujours la reine et donc ils ont des lords. Et les lords, ils ont le foncier et vous achetez en fait un droit amphithéotique quand vous achetez une maison et cette maison, elle va vous appartenir pendant 50 ans, pendant 40 ans, pendant 99 ans si vous faites un achat neuf, récent si vous voulez, mais si vous rachetez à quelqu'un d'autre, moi j'ai acheté il y a 40 ans, je revends ma maison et il n'y a plus que 49 ans, mettons, si c'était un bail amphithéotique de 99 ans à courir, et donc dans 99 ans, il faudra, dans 49 ans, pardon, si je vends et qu'il reste, que ça fait 40 ans que je détiens, il reste 49 ans avant que vous soyez amené à repayer le fait que vous occupez le terrain du lord. Donc en réalité, ça concentre la propriété dans très peu de mains. Donc, quand on vous explique que scinder la propriété entre le foncier et le bâti, ça va permettre de freiner la spéculation, c'est totalement faux. Et on va voir justement pourquoi ça l'est. Et donc, là, je veux juste qu'on voit cette proposition de loi qui est portée par le député, par un député qui s'appelle Monsieur Laglaise. Monsieur Laglaise, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Les réseaux de 5e génération formeront, d'ici quelques années, l'épine dorsale de nos sociétés et de nos économies, reliant des milliards d'objets et de systèmes, y compris dans les secteurs critiques comme l'énergie, les transports, les banques, la santé ou l'industrie. Ces réseaux de télécommunications de 5e génération n'en sont certes qu'à leur début, mais le groupe du Mouvement démocrate se réjouit de voir que l'Union européenne et la France se positionne d'ores et déjà à l'avant-garde de cet essor. Dès septembre 2016, un plan d'action pour la 5G, dans un plan d'action pour la 5G, l'Union européenne s'est fixé comme objectif pour 2025 que toutes les zones urbaines ainsi que les principaux axes routiers et ferroviaires disposent d'une couverture 5G. Le Premier ministre m'a confié il y a 6 mois une mission pour lui faire des propositions pour lutter contre la spéculation foncière et l'augmentation excessive du prix des logements, notamment dans les zones tendues. Ce rapport lui a été remis il y a quelques semaines et le groupe du Mouvement démocrate a décidé de s'emparer de ce rapport et d'en faire une proposition de loi, en tout cas de reprendre quelques-unes de ces suggestions pour en faire cette proposition de loi qui a été examinée aujourd'hui dans l'hémicycle et qui vient d'être adoptée à l'unanimité. Tout d'abord, stopper la spéculation foncière en arrêtant par exemple les ventes aux enchères qui sont réalisées par l'État ou les collectivités locales. Ça enchaîne un prix à la hausse et avec un effet de cliquet sur la totalité des quartiers dans lesquels elles ont lieu. Nous avons également un article qui concerne les domaines. Donc tout un tas d'articles en fait qui sont à la disposition des maires, ce qui est de l'ADN du MoDem, à destination des maires pour leur permettre d'aller plus loin, de penser et d'avoir des outils pour gérer réellement leur politique foncière. La proposition de loi propose de mettre en place un observatoire du foncier dans toutes les zones tendues. Cet observatoire va permettre de faire la transparence sur les prix du foncier, sur les prix de l'immobilier, de manière à ce que chacune et chacun ait accès à cette information et puisse se faire l'idée réelle de ce que vaut le terrain qu'il va vendre ou le terrain qu'il va acheter. L'article 2 est extrêmement important. Il permet de généraliser le mécanisme qui s'appelle aujourd'hui le mécanisme des OFS, organismes fonciers solidaires, qui permettent de faire de l'accession sociale à la propriété dans les zones tendues en dissociant le foncier du bâti, c'est-à-dire que le foncier appartient à une société publique et le bâti appartient à des accédants. J'ai souhaité élargir ce système pour que toutes les classes moyennes en France puissent en bénéficier et donc puissent venir accéder en zone tendue à l'accession à la propriété. Et cette proposition, c'est proposition de loi visant à réduire le coût du foncier et à augmenter l'offre de logement accessible aux Français. Qui est contre le fait de réduire le coût du foncier et d'augmenter l'offre de logement accessible aux Français? Ni vous ni moi, on est tous pour. Qu'est-ce que c'est bien libellé quand même les propositions de loi? Faire accepter ça dans les opinions publiques, ça suppose un travail de l'opinion publique, qui en France est mené par un think tank ultralibéral qui s'appelle l'OCDE, qui va fournir aux hommes politiques des éléments de langage pour faire passer ça. Par exemple, actuellement, vous avez une destruction totale de la formation professionnelle en France,
le nom de la loi qui met ça en œuvre, c'est la loi sur la liberté de choisir son orientation professionnelle. C'est un langage qui paralyse la pensée. C'est-à-dire que si tu travailles pas ça, si tu n'es pas payé pour être intellectuel, bah, tu n'as pas grand-chose à opposer à une loi sur la liberté de choisir son orientation professionnelle. C'est chouette. Tu n'as rien à dire à la démarche qualité. C'est bien la qualité. Tu n'as rien à dire à l'autonomie des universités, à l'harmonisation des diplômes, enfin toutes ces jolies choses. Le vivre ensemble, tu vois, des trucs comme ça. Il y a une offensive intellectuelle, il faut vraiment le comprendre ça, parce que les gens se disent non, ça c'est complot. Pas du tout. Je veux dire, vous avez le livre de Case Dixon qui s'appelle Les évangélistes du marché, qui montre très très bien comment c'est organisé, par où ça passe, quels sont les lieux, quels sont les endroits. C'est un livre très sérieux. Et donc il y a une offensive idéologique coordonnée, si tu veux, qui passe par du langage. Je veux dire, la croissance négative, tu vois. Mais ils savent ce qu'ils font, enfin, je veux dire, c'est pas des gags, ils s'amusent pas. Développement durable, commerce équitable, ils savent ce qu'ils font. Et donc, je réponds à ta question, pourquoi des ateliers de désintoxication ? Parce qu'il est temps qu'on lance une contre-offensive, hein, si tu veux, parce qu'en face, ils bossent, quoi. Enfin, tu vois. Encore faut-il que quelqu'un le dise. Or, comme ce langage est totalement positif, tout le temps positif, il faut que quelqu'un arrive en disant attention, vous êtes en train de vous faire avoir, on est en train de se faire avoir. Alors après, il faut la lire un petit peu. Hein, et donc c'est très très beau, malgré de nombreuses réformes de la politique du logement mises en œuvre par les gouvernements successifs afin d'assurer un cadre juridique encadré et régulé. Les inégalités n'ont pas été endiguées. Quelle tristesse tout de même. La demande de logement n'a cessé d'augmenter dans un contexte de pénurie d'offres, de paupérisation des centres-villes, d'étalement urbain et de hausse des prix du foncier. Et donc, pour régler tous ces problèmes-là, vous savez quoi ? On va vous retirer la propriété du terrain. Bon, alors, évidemment, on est dans l'absurdité la plus totale. La paupérisation des centres-villes n'est absolument pas liée au prix du foncier. Les villes les plus riches sont évidemment celles qui ont le foncier le plus cher. Donc la paupérisation des centres-villes, elle est liée à quoi ? Elle est liée à l'installation en périphérie de méga centres commerciaux qui ont ravagé le commerce de centre-ville. Voilà la réalité de la paupérisation des centres-villes. C'est quelque chose qu'on a aux États-Unis qui était en avance depuis 50 ans avec leurs grands malls qui sont à l'extérieur, avec des urbanismes absolument dégoûtants. Et donc on a fait en France des urbanismes absolument dégoûtants. On a créé dans périphérie partout des espèces de ronds-points qui déservent des espèces de zones commerciales sans âme, sans intérêt, sans humanité. Et on a évidemment rincé, réduit, cassé, détruit nos propres centres-villes au détriment de ces périphéries. Vous pouvez baisser, augmenter le coût du foncier, ça ne va, enfin changer la propriété du foncier, ça ne changera rien à la paupérisation des centres-villes. L'étalement urbain, vous êtes dans Paris-Centre, il n'y a plus de terrain dans Paris-Centre, donc de toute manière, quand vous ne pouvez plus construire, vous allez construire ailleurs, donc forcément, qu'est-ce que vous faites ? Vous étalez. Bon, donc l'étalement urbain des grandes villes, la seule manière de lutter contre ça, c'est quoi ? C'est évidemment d'occuper plus les plus petites villes. Bon, pour occuper plus les plus petites villes, c'est une question d'aménagement du territoire, de mobilité, de mise en place de solutions de trains, de rails, etc. Bon, donc évidemment, pour lutter contre l'étalement urbain, c'est soit la densification dans certains centres périurbains, soit c'est effectivement le fait d'aller réoccuper certaines parties du territoire et pour ça, il faut les rendre attractives. Donc il faut remettre des services publics, il faut remettre des hôpitaux, il faut remettre des médecins, il faut remettre des gares, il faut remettre évidemment de la fibre, etc., du haut débit et tout ce qu'on veut, et les gens iront évidemment s'installer. Donc on ne luttera jamais contre la hausse des prix du foncier et contre ces éléments-là par la mainmise du foncier et le fait de le retirer de la propriété. Dans ce contexte, le prix du logement et le coût du foncier sont intimement liés. La spéculation foncière engendre inexorablement une envolée des prix des logements en parallèle. Alors là, on dit qu'en gros, pour lutter contre la spéculation foncière, c'est répéter, qui fait augmenter le prix du logement. Mais attendez, va falloir se poser quand même la bonne question. Pourquoi il y a une spéculation foncière et pourquoi les prix surtout du logement, ils montent ? Et donc vous allez vous rendre compte que les prix du logement ils ne montent absolument pas juste parce qu'il y a de la spéculation foncière et juste parce qu'il y a des gens qui achètent du terrain. Le prix du logement monte parce qu'il se passe un certain nombre de choses
et qu'il y a un certain nombre d'âneries qui sont faites, qui conduisent à cette montée du prix du foncier, à cette augmentation extrêmement significative du prix des logements. Donc, la proposition dans l'article 2 propose évidemment la création des offices fonciers libres, permettant aux collectivités locales de faire des baux réels libres, des BRL, au lieu de BRS, vous savez, au début, les OFS BRS pour des baux sociaux. Là, c'est des baux libres. Donc évidemment, c'est tout à fait différent, mais attention, pour le moment, ce n'est pas la société Bouygues qui pourrait acheter ces terrains, mais qui sait, on y viendra. J'ai rien contre Bouygues, hein, je sais Bouygues, Vinci et tous les autres. Si on prend un appartement par exemple à Paris à 300 000 euros, par exemple, un studio à Paris à 300 000 euros, eh bien quelle va être la valeur, quel va être le prix du bâti, quel va être le prix du terrain? Eh bien, alors là, c'est une question difficile à répondre parce qu'il n'y a pas de marché libre actuellement sur ces deux composants, on ne les achète pas séparément, mais s'il y avait un marché libre, il est fort à parier que le prix du terrain serait à plus de la moitié, je pense, du prix de construction. Quand on a des appartements qui sont à 15 000 euros du mètre carré à Paris et qui sont, je ne sais pas, 100 km à 100 km de Paris qui tombent peut-être à 1 000 euros du mètre carré, quelle est la différence entre les 1 000 euros du mètre carré et les 15 000 euros du mètre carré? Bah, c'est pas qu'il y en a un qui est construit en diamant avec des sertis en or, ou voilà, c'est les mêmes types de construction, sauf que bah, c'est pas la même localisation. Qui dit pas la même localisation, donc c'est le prix du terrain. Donc peut-être que sur 300 000 euros, peut-être que eh bien, votre appartement, il est je sais pas, 200 000 euros au moins pour le terrain et peut-être 100 000 euros pour le bâti. Donc vous serez uniquement propriétaire du bâti, donc vous allez pouvoir être propriétaire ou avoir le sentiment de propriété pour beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Alors je parle de sentiment de propriété à juste titre. Pourquoi? Parce que eh bien, vous allez rester finalement locataire. Vous allez rester locataire du seigneur de la terre. Je vais l'appeler seigneur de la terre maintenant. Alors, et le seigneur de la terre ne va pas vous le faire gratuitement. Il n'a pas investi, dans mon exemple, 200 000 euros pour vos beaux yeux. Il va espérer un rendement pour ça. Et ça, bien sûr, ils n'en parlent pas. Alors pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que, eh bien, ils nous disent que ce marché des propriétaires fonciers eh bien, va être régulé, organisé, et il va y avoir un organisme foncier solidaire qui va acheter ces terres. Donc on nous parle de ça, de cet organisme, un organisme public. Tout ça, bien sûr, financé par nos impôts, évidemment. Ça non plus, ils n'en parlent pas, ils disent juste qu'il y a une référence, qu'il y aura une référence aux taxes qui vont financer tout ça. Bon, encore la même histoire. Mais ce qu'ils ne disent pas, et ça c'est mon anticipation, c'est qu'ils ne pourront pas garder ce marché du foncier, ce marché des terrains, ils ne pourront pas le garder très longtemps public. Il va arriver dans le domaine privé, parce qu'il y a des gens comme vous, comme moi, qui vont être intéressés pour devenir des landlords et simplement louer aux propriétaires de bâtis, leur louer très cher, bien sûr. Et donc, voilà, donc ils ne nous parlent pas du tout de quand ce marché va s'ouvrir, mais nécessairement, ce marché va s'ouvrir à un moment donné et les propriétaires privés, que ce soit les privés ou des entreprises privées, vont aller sur ce marché. On le voit par exemple à Londres, on avait des seigneurs de la terre qui étaient les mairies, qui étaient l'État, mais on avait aussi des seigneurs de la terre qui étaient des particuliers ou des entreprises, et qui louaient aux leaseholders, qui louaient parfois très cher. Donc malheureusement, qu'est-ce qui risque de se passer? Il risque de se passer qu'il va y avoir deux marchés distincts qui vont se côtoyer, le marché du bâti, le marché de la terre, et ça va être deux marchés très différents, avec des évolutions différentes, peut-être corrélées, peut-être pas, etc., etc. Donc ça va être... c'est ça qui risque de se passer. Pour moi, l'idée aussi, ce que je voulais dire, c'est que l'idée de décomposer la propriété et de vendre par composant, pour moi, ce n'est pas forcément une bonne idée parce que, eh bien, on a ce sentiment de propriété, mais on n'est pas propriétaire de la totalité. Si un propriétaire du bâti ne paye plus le loyer
au propriétaire de la terre, ou sa redevance, peut-être qu'ils vont donner un autre nom, moi j'appelle ça loyer, mais peut-être qu'ils vont appeler ça autrement, eh bien il ne peut plus rester dans l'appartement. Et je me souviens d'une fois où, quand j'habitais pareil à Londres, il y avait eu un dégât des eaux, et le landlord, qui était la mairie de Londres, d'un quartier de Londres qui s'appelle Southwark, eh bien, essayait de rentrer dans mon appartement, et moi j'étais tout le temps en train de travailler, donc il ne pouvait pas rentrer dans l'appartement et la propriétaire n'était pas disponible. Donc il mettait des papiers, on veut accéder au tuyau commun qui est dans votre appartement, ils ont envoyé 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis ensuite ils ont dit, c'était très intéressant, ils ont envoyé un message à la propriétaire, que j'ai reçu aussi, en disant qu'ils allaient récupérer l'appartement et casser la lease. C'est-à-dire dire à celle qui a acheté un droit d'usage pour 99 ans, lui dire bah, c'est plus ton appartement parce que nous, landlord, bah, on ne peut plus rentrer dans l'appartement pour gérer tout ce qu'il y a à gérer, donc on va le réquisitionner. Et il risque d'y avoir des lois comme ça entre le propriétaire du landlord, le propriétaire de la terre et le propriétaire du bâti, pour dire, dans certains cas, le propriétaire du bâti, s'il ne paye plus son loyer au propriétaire de la terre, ça risque d'être très problématique. Je ne sais pas, il risque d'y avoir des expulsions, où les contrats risquent de devoir se casser, il y aura des jurisprudences, il y aura tout un univers de lois qui vont se mettre en place par rapport à ça, qui sont inconnus aujourd'hui. Donc décomposer, pour moi, ce n'est pas une bonne idée. On pourrait d'ailleurs décomposer à l'infini. On pourrait dire, bah tiens, il y a le propriétaire de la cage d'escalier, il y a le propriétaire des murs extérieurs, il y a le propriétaire de la façade, il y a le propriétaire du plafond, le propriétaire du sol, le propriétaire de l'ascenseur. On pourrait décomposer à l'infini et les gens finalement auraient une petite partie de quelque chose sans pour autant vraiment être vraiment propriétaire du bien. Donc pour moi, il s'agit plutôt de prétendre, en fait, de faire semblant que la personne est propriétaire, mais elle n'est pas vraiment propriétaire. Alors c'est toujours, je suis d'accord que c'est toujours un certain sentiment, hein. Même en tant que propriétaire du bâti et du terrain, bah, on reste redevable d'une taxe foncière. Si on arrête de payer notre taxe foncière, on va avoir des gros problèmes aussi. Donc on reste locataire de l'État. Un petit peu quand même, parce que on a une contrainte, on a toujours une contrainte. À moins d'avoir une cabane dans la forêt, et encore sa propre forêt, il y a une taxe foncière, donc on n'est jamais totalement propriétaire d'un bien, mais quand même propriétaire d'une petite partie, ça me semble pas terrible. Donc le rapport Laglaise veut dissocier le foncier et le bâti. Ça, on a bien compris, le terrain et ce qu'on construit. Mais quelles sont les raisons qui expliquent la hausse de l'immobilier? D'accord? Donc, ce n'est pas la spéculation, ce n'est pas la demande, d'accord? Ce n'est pas l'immigration, parce que les immigrés récents qui arrivent, ils n'ont pas de sous, les pauvres. Ce n'est pas les riches, anglais, américains qui investissent dans le 19e arrondissement, dans le 20e arrondissement. Non, ils achètent sur le champ de Mars, l'allée de droite et l'allée de gauche. Là, d'accord, vous avez un marché international, mais enfin, tout le reste de Paris et de l'Île-de-France, ce n'est pas eux qui achètent dans le 93. C'est pas le divorce et les familles. Ils disent ah oui, mais il y a plein de familles monoparentales. Oui, mais enfin bon, on divorce, on reprend un petit logement plus petit, puis finalement on retrouve quelqu'un. Donc il y a des mouvements d'expansion et de rétractation, si vous voulez. Donc d'un côté, des fois on a besoin de 2 logements pour une famille, puis après on se remet ensemble et on fait des familles recomposées, etc. Donc tout ça, c'est évidemment très compliqué à calculer. Donc c'est pas tout ça qui explique cette envolée des prix. Il y a une seule chose fondamentale qui explique l'envolée des prix, c'est la chute sans précédent des taux, tout simplement, d'intérêt. Et le marché immobilier est le marché le plus sensible aux taux d'intérêt. Donc ça, c'est quoi? Eh bien, vous voyez sur cette courbe, j'espère que vous le verrez bien. Là, ici, on est en 1985. Les taux sont quasiment à 18% en France. Et depuis 1985 et nos 18%, nous tendons inexorablement tellement vers zéro. Le graphique n'est pas tout à fait à jour, puisqu'aujourd'hui, évidemment, on est même en territoire négatif. Donc quand l'argent coûte si peu cher, quand l'argent ne vaut plus rien, quand l'épargne ne rapporte plus rien, eh ben, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Eh bien, on solvabilise évidemment les acheteurs immobiliers et les prix de l'immobilier n'ont jamais été aussi élevés. Et là, vous avez la hausse des prix immobiliers. Alors, toujours
on va continuer à parler de nos vedettes de l'Assemblée. Les taux bas ne sont pas les seuls responsables de la hausse du foncier. Il y a aussi, vous savez, toutes ces normes qui sont votées, toutes ces lois, toutes ces règles, et qui sont votées par nos mêmes députés qui vous expliquent aujourd'hui que vous comprenez, il faut dissocier quand même le bâti du foncier, parce que ça va permettre de lutter contre la spéculation, la vilaine spéculation, mais ça va surtout permettre de lutter contre le droit de propriété. Donc les normes d'isolation, de construction, de sécurité, les permis de construire, les bornes à incendie, les coupages de cheveux en 4 et autres peignages de girafes, qu'est-ce que ça fait? Ça fait évidemment bondir le coût de la construction. Donc le coût de la construction, il bondit aussi parce qu'il y a des normes. Et quand on veut dans un immeuble, par exemple, rendre la totalité des appartements accessibles aux personnes à mobilité réduite, ça engendre des surcoûts. Je ne vous dis pas que c'est mal, je vous dis que ça engendre des surcoûts. Donc il ne faut pas dans l'analyse nier ce genre de choses. Dire que tout est la faute du prix du foncier, c'est faire une analyse qui est fondamentalement totalement erronée et elle est tellement fausse qu'elle en est quasiment mensongère. Et c'est quelque chose qui doit être dit sans ambiguïté. Alors, nos députés ils se font souvent carabistouiller par des lobbyistes qui font le siège en permanence de l'Assemblée nationale, qui proposent des lois, qui font des lois, qui écrivent quasiment les lois, qui ont des moyens considérables et qui ont la capacité à tellement bien présenter les choses qu'évidemment, ils arrivent à embrouiller des élus qui sont très certainement sincères, mais qui n'ont pas la compétence parce que les domaines des possibles sont extrêmement vastes, que la complexité de la société est telle que de toute façon, c'est quasiment plus humainement possible aujourd'hui, quand on est un député, évidemment, de maîtriser tous les sujets. C'est très très complexe. Donc, évidemment, à un moment donné, vous faites des auditions et puis dans le choix même des gens que vous allez écouter, auditionner, dont vous allez retenir les raisonnements, vous allez avoir des orientations qui vont être favorables à plutôt un groupe qu'à un autre. Et donc, force est de constater que, évidemment, les groupes commerciaux arrivent à orienter les lois d'une manière qui leur est favorable à eux et surtout, généralement, au détriment de la population. Donc, c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est juste de passer de la propriété à l'usage. C'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est quand même vachement plus écolo de se partager les voitures que d'en acheter une chacun, alors qu'on l'utilise très peu finalement, juste pour aller travailler puis pour revenir. Et donc le taux d'usage de la voiture personnelle que nous pouvons avoir est très faible et que ça pourrait optimiser, que ça serait bon pour l'environnement, bien sûr. On est tous d'accord là-dessus. Le problème, c'est que ça, c'est valable si vous êtes dans de l'OFS, si vous êtes dans la logique de l'OFS, c'est-à-dire de l'Office foncier solidaire, du groupement de location de voitures solidaire. Et moi, j'ai à côté de chez moi une association dont je vous parlerai un jour, qui est une superbe réalisation. Et cette association, elle met en place de la location de voitures pour des gens qui n'ont pas de sous, qui ne peuvent pas s'en acheter et qui donc ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils n'ont pas moyen de transport. Et donc, ils ont des petits scooters, des voitures sans permis et également des voitures évidemment avec permis, même si c'est des petits modèles, mais qui permettent, en étant loués très peu cher, on parle de 60 à 80 euros par mois, assurance incluse. Donc, vous voyez, là, on n'est pas dans de l'usage qui fait du bénéfice, on n'est pas dans de l'usage lucratif, on est dans de l'usage solidaire. Et donc là, je crois qu'on peut tous être pour parce que ça amène socialement, écologiquement, quelque chose, évidemment, de très important. Et là, chanter la notion de propriété classique sur un certain nombre de choses pour aller vers de l'usage, ça a beaucoup de sens. Le problème, c'est qu'on est en train d'introduire de l'OFL, donc du libre, du marché. C'est ça qu'on est en train de faire. Et donc, l'usage confié au marché, c'est évidemment non pas de l'usage, mais c'est le rétablissement du servage. L'usage, c'est le servage. Et il est là, elle est là la grande évolution. Et elle est là, comme disent les Anglais, the big picture, c'est-à-dire le grand tableau d'ensemble. C'est vers ça qu'on veut aller. Et le député Laglaise, il ne se rend pas compte de ça, comme beaucoup de nos députés, de la manière dont ils sont en train de se faire emmener vers quelque chose où personne ne veut aller, qui est le rétablissement du servage par l'usage, c'est-à-dire qu'en permanence, on va payer des loyers. Voilà, on va payer des loyers, des abonnements, etc. Donc, défendre et lutter contre la société de l'usage, en réalité, c'est un devoir. C'est un devoir parce que la société de l'usage, oui,
mais à condition qu'elle soit dans un cadre non lucratif. Et là est évidemment l'embrouille fondamentale de tout ce qui est en train de se passer, de toute la dérive sociétale que nous avons, dont cette proposition de loi n'est qu'un tout petit élément, parce qu'il y a des bonnes choses dedans. Il y a par ailleurs de bonnes choses. Et encore une fois, les OFS, BRS, c'est super. Les OFL uniquement pour les collectivités locales, ça peut s'entendre. Donc la proposition de loi en soi, elle n'est pas absurde. Attention, elle n'est pas absurde. En revanche, c'est un mouvement. Et on voit bien qu'après les OFS, on arrive aux OFL. Et après, on aura les OF totalement libres. Et donc là, on aura les OFM qui seront les offices fonciers de marché. Et là, on trouvera effectivement tous les grands constructeurs. Et là, on sera parti dans l'aliénation. Vous ne serez plus jamais propriétaire de vos biens. Donc, les décisions, à mon sens, elles sont prises pour de mauvaises raisons. Et donc, la spéculation foncière n'est pas un sujet. Le problème, ce sont les taux d'intérêt. Et si demain, vous avez des taux d'intérêt à 4 ou 5%, les prix de l'immobilier vont s'effondrer. Ils vont corriger. Ils sont beaux. Il n'y aura plus de gens assez solvables. Et donc, tout ça, ça va se corriger. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des taux d'intérêt qui sont des taux directeurs qui sont uniques, et comme ces taux ils sont uniques, et ben vous savez quoi, ils s'appliquent à toute l'économie, et comme l'économie ne peut pas supporter une hausse des taux, et ben on a des taux très bas, et donc on a une bulle immobilière, on a une bulle foncière, mais qui n'a rien à voir avec de la spéculation, elle a tout à voir avec des taux d'intérêt qui sont bas. Donc attention, l'analyse de nos députés est totalement erronée, et donc les solutions concrètes qui se traduisent par la loi sont de mauvaises solutions pour lutter contre sa spéculation. C'est une bonne idée de créer des OFS, ça s'entend pour les OFL, pour les collectivités locales, et d'ailleurs ça pourrait être plutôt des offices fonciers locaux que libres, et moi je préférerais un OFL local pour collectivité locale, plutôt qu'un OFL libre qui ouvre évidemment la porte et la voie un jour au marché, donc l'OFM qui sera l'étape d'après. Donc, moi, je reste persuadé qu'il faut gérer l'économie avec une grande finesse et que, compte tenu des systèmes informatiques que nous avons, de la digitalisation, de tout ce que nous savons faire aujourd'hui, nous ne sommes plus obligés d'avoir un taux directeur unique qui s'applique à toute l'économie, mais évidemment des taux d'intérêt directeurs qui vont être multiples et qui vont s'appliquer par secteur. Vous êtes une PME, vous avez besoin de changer une machine pour préserver l'emploi et pour investir, et bien votre taux d'intérêt c'est 0 parce que vous êtes une PME et que c'est un crédit pour la production par exemple. Et puis vous êtes un particulier, vous faites un crédit pour acheter vos vacances, et bien c'est peut-être pas un crédit obligatoire, et bien peut-être que là on peut vous mettre un taux d'intérêt à 5%, et puis les prix de l'immobilier sont trop chers, donc le taux d'intérêt c'est plutôt 3 ou 4% pour évidemment acheter une maison ou pour un crédit immobilier. On est techniquement complètement capable de le faire, donc le problème ce n'est pas la spéculation, le problème ça vient des taux d'intérêt, de notre incapacité à les monter, et pour ça un jour il faudra avoir, et nos députés devraient avoir une réflexion sur évidemment les taux d'intérêt individualisés par secteur économique. C'est complètement possible puisque tout ça ce n'est jamais rien que de l'imagination et la structuration de notre société, mais pour cela il faut avoir ce que l'on appelle la souveraineté. Il faut avoir de la souveraineté, il faut avoir de bonnes analyses, il faut avoir des marges de manœuvre, il faut avoir la capacité de le faire. Et évidemment, ce n'est pas le cas dans notre pays, puisque nous sommes dépendants de la Banque Centrale Européenne, puisque nous n'avons plus notre propre Banque Centrale et notre autonomie monétaire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire, si ce n'est avec le niveau européen, cette histoire de taux d'intérêt individualisés. Mais la BCE, évidemment, devrait le faire. Et plutôt que de partir dans des taux d'intérêt négatifs et dans des politiques monétaires complètement délirantes, la Banque Centrale Européenne devrait étudier, évidemment, cette possibilité de taux d'intérêt individualisés par secteur pour avoir un pilotage bien plus fin de la politique économique de notre pays. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Donc, le projet de l'Union européenne est un projet totalitaire. Je suis extrêmement clair avec ça. C'est un projet totalitaire marchand, c'est-à-dire... Qu'es-tu devenu, France? Ton âme est corrompue. Des milliardaires déguisés en médias te vendent Bonaparte sur un air de Black Sabbath. Et même si tu pleures au jaune, ton sang lui reste rouge. Tes lumières sont éteintes, ta culture s'évanouit, ta vie n'est plus un art, même si
Sur des ronds-points on survit. Mais tu sais aussi que dans un coin du maquis, un noyau de résistance ne compte pas te laisser prendre. De la gola de ta dignité n'est pas à vendre. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter.